nous avons vu que la liberté de penser était un droit naturel et inaliénable, car la pensée faisait partie de l'essence de tout être humain. En revanche, Spinoza inclut également la liberté d'expression parmi les droits que le souverain doit respecter. Ce pourquoi il utilise parfois la formule agréable en latin « libertas dicendi et docendi », liberté de dire et d'enseigner. Aussi naturel que cela puisse paraître à cause de l'aspect quasiment poétique de la formule, nous assistons en réalité à une gradation entre trois choses qui me semblent fort différentes. Premièrement, la pensée, qui pourrait rester muette. Deuxièmement, la liberté de parole, qui pourrait être restreinte à la sphère privée. Et troisièmement, la liberté d'enseigner, qui suppose que la pensée personnelle est étendue à la sphère publique. La thèse de Spinoza est forte. C'est que même l'expression publique des opinions doit être tolérée. Or, il apparaît que seule la première des trois choses, à savoir la pensée, fait partie du droit naturel, de sorte que la seule justification pour l'inclusion de la parole, et qui plus est de la parole publique, est d'ordre pragmatique. Une attention plus soutenue au texte permet de voir que Spinoza est conscient du fait que l'aspect public de la pensée, qui est celui de la parole, ne relève pas du droit naturel, puisqu'il n'emploie que des termes désignant la pensée ou la réflexion lorsqu'il s'agit du droit. Par exemple, lorsqu'il dit « Chacun a abandonné seulement le droit d'agir selon son propre décret, mais non le droit de raisonner et de juger. » Donc, dans les discours théoriques concernant le droit naturel, il n'est question que de penser. Mais il y a un problème du fait que beaucoup seraient portés à considérer partie des actions et non pas des pensées. Et que c'est précisément de cela que les hommes ont accepté de se défausser en partie pour fonder la concorde sociale. En établissant une distinction entre les pensées qui relèvent du droit naturel et les actions qui relèvent du droit positif ou social, Spinoza mine donc la légitimité de son inclusion de la liberté d'expression dans les libertés à tolérer par le souverain. Il ne reste alors qu'une justification pratique, empirique, laquelle repose sur la difficulté effective de contrôler les paroles des hommes. Clairement, c'est ici un point faible de la doctrine spinoziste, le seul finalement qui reste au terme de notre examen des 4 objections possibles discutées dans cette partie. Peut-être aurez-vous une 5e ou 6e objection, mais ce sont les 4 auxquelles j'ai pu penser par moi-même. Et seule celle-ci me paraît vraiment importante. Or, Spinoza lui-même est conscient du fait que c'est une difficulté réelle de son propos, et c'est pour cela précisément qu'il établit des restrictions à ce que le souverain peut et doit tolérer. Ceci nous conduit donc à notre 3e partie, sur les limites, malgré sa nécessité, de la liberté de pensée et d'expression. C'est à la suite immédiate de la citation donnée plus haut sur la libertas dicendi et docendi que se trouve exprimée pour la première fois la nécessité d'une restriction à celle-ci. Certes, on ne peut nier que la majesté peut être offensée autant par des paroles que par des actes, et que s'il est impossible de retirer complètement cette liberté au sujet, il est fort nuisible de la leur accorder totalement. D'emblée, on se place ici sur le terrain de l'argumentation pratique et non théorique, comme en témoignent les expressions « cible 2 » et « il est fort nuisible 2 ». C'est quelques lignes plus loin que Spinoza donne la raison principale de cette nuisibilité, en se plaçant cette fois-ci sur le terrain du droit, mais du droit politique ou du souverain cette fois. Ainsi, nul ne peut agir contre le décret du souverain sans mettre en péril le droit de celui-ci. Mais chacun, au contraire, peut penser et juger sans la moindre restriction, et par conséquent aussi parler, pourvu qu'il se contente simplement de parler et d'enseigner, et qu'il défende ses thèses par la seule raison, et non pas par la ruse, la colère et la haine, ou avec l'intention d'introduire quelque nouveauté dans la République
par l'autorité de son décret. C'est une citation assez intéressante. En d'autres termes, c'est le respect même du droit social, compris comme un accord tacite de tous conscients de leur liberté par la loi, en échange de la protection de celle-ci, qui impose des limites à la liberté d'expression. Toutes les ambiguïtés relevées plus haut sont saillantes dans ce passage. Glissement d'un terrain d'argumentation pragmatique à un terrain théorique ou du droit, distinction entre les pensées et les actes, placement ambigu des paroles publiques entre les pensées, à ce titre libre, et les actes, à ce titre, soumis à la juridiction du souverain. N'est-il pas paradoxal que Spinoza établisse son ultime distinction entre les paroles qui doivent être tolérées et celles qui ne le doivent pas, sur la base de l'intention, séditieuse ou non, qui les anime? Comment peut-on juger? On peut penser que Spinoza aurait mieux fait de rester sur le plan pragmatique et de dire que des paroles doivent être interdites si elles produisent des effets contraires à la stabilité du pouvoir. Laisser le champ libre à des hypothèses sur les intentions du prédicateur. Comme nous le verrons dans un instant, c'est en fait ce à quoi sa solution aboutit bel et bien. Quel souverain, en effet, n'aimant pas les propos publics de tel ou tel des gens de son peuple, ne l'accusera pas de vouloir le renverser, quand bien même celui-ci ne parlerait qu'au nom de la raison? Pourquoi Spinoza semble-t-il penser que le souverain serait lui-même assez rationnel pour reconnaître la raison, alors que de toute évidence, la contrariété est de l'ordre des passions et donc d'une conduite non rationnelle? Si c'est un souverain unique, tel qu'un roi, il est probable que ces distinctions seront trop subtiles et qu'il y aura tout bonnement répression. C'est précisément en cela qu'un État non démocratique est nécessairement plus violent qu'un État où le pouvoir est partagé. Un État démocratique, en revanche, est plus rationnel, comme Spinoza l'a déjà montré au chapitre 16. Et je dois préciser ici que c'est tout de même extraordinaire que Spinoza est le premier philosophe à défendre la démocratie. De toute l'histoire de la philosophie, la démocratie était toujours considérée comme le régime le plus vil, celui attaché au peuple. Le peuple étant passionnel, il était jugé inconcevable que la démocratie puisse être rationnelle. Donc ici, pour la première fois, sur la même reconnaissance du fait que le peuple est irrationnel et passionnel, on a une défense de la démocratie comme paradoxalement l'État le plus rationnel, pour la raison que je vais rappeler, pour cette raison intéressante et paradoxale que la foule est principalement passionnelle et que par conséquent, les seuls décrets sur lesquels tous peuvent s'entendre ne pourront être que ceux qui dépassent les particularismes et favorisent de manière réelle le bien collectif et humain, ce qui est proprement rationnel. Immanente de la raison comme étant le point commun à tous les hommes, eh bien, ce point commun est celui qui correspond à leur intérêt réel à tous, au-delà de leurs illusions propres sur ce qui serait meilleur pour eux. Donc, de nouveau, on voit le droit être défini de manière immanente par la nature humaine connative, désirante. Il y a donc bien une certaine rationalité possible du pouvoir. Mais la réponse que donne Spinoza à notre question est plus simple encore et catégorique, car plutôt que de répondre au problème, il le dissout. Pour lui, d'une part, l'établissement des opinions séditieuses par rapport à celles qu'il faut laisser s'exprimer est très facile, et d'autre part, toute intention séditieuse se reconnaît précisément à ses effets. Bien éloigné de l'arbitraire jugement d'une seule personne, c'est donc une évidence du droit et de la raison.